Bonjour la team podcast, ici Isabelle Moron et bienvenue dans notre espace de conversation. Nos conversations, c'est un lieu où on rencontre des professionnels qui travaillent au contact d'enfants et d'adolescents en situation de handicap. On y rencontre aussi des usagers. Cela peut vous aider à répondre à vos questionnements professionnels et personnels. Aujourd'hui, nous rencontrons Fleur Jourdan. En l'espace de 10 années, elle a été étudiante éducatrice spécialisée, elle a travaillé comme éducatrice spécialisée dans différentes structures, elle a repris des études de psychomotricienne, elle a travaillé comme psychomotricienne dans différentes structures et aujourd'hui elle est chargée de clientèle dans une start-up. Autant vous dire que grâce au témoignage de Fleur, on comprend mieux ce que veut dire le mot adaptabilité et détermination. Merci Fleur. Bienvenue Fleur dans notre espace de conversation. Donc je suis ravie de t'accueillir et nous allons commencer tout simplement par se présenter. Est-ce que tu serais OK pour te présenter? Oui, oui, oui. Bonjour Isabelle. Merci pour ton accueil. Du coup, moi, je m'appelle Fleur. J'ai bientôt 34 ans. Je suis en couple. Nous avons un enfant qui a bientôt 3 ans. J'ai plusieurs casquettes, on va dire. J'ai celle du diplôme donc d'éducatrice spécialisée. Et ensuite, la deuxième casquette est celle de la psychomotricité. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu bifurqué, mais en continuant toujours dans le même domaine, dans l'accompagnement et le soin. Je suis donc chargée de clientèle dans une start-up qui s'appelle Exosteam, voilà, qui développe et propose un programme de stimulation cognitive sur tablette. Merci beaucoup déjà pour cette présentation. Donc ça nous Ouais. amène tout de suite dans le vif du sujet. C'était de savoir un petit peu pourquoi tu avais choisi ce métier d'éducateur et après on passera aussi sur pourquoi la psychomote et ce qui t'a amené à ce métier dans une start-up. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un peu, voilà, comment tu t'es projeté et comment tu as décidé de travailler comme éduc? Alors, j'ai souhaité effectivement, depuis la sortie du bac, être dans le soin, dans l'accompagnement à la personne. Et le travail d'éducateur spécialisé m'intéressait particulièrement dans le sens où c'était vraiment un accompagnement vers l'autonomie, avec cette notion-là, et surtout de donner des clés pour rendre la personne autonome et de ne pas le faire à sa place. C'était surtout ça, voilà, c'était vraiment en lien avec mes valeurs. Et donc, j'ai souhaité faire donc cette formation d'éducateur spécialisé que j'ai faite sur le système d'alternance sur 3 ans. Ouais, sur 3 ans, c'est ça. Et en changeant d'employeur, donc en ayant deux terrains, on va dire, de formation différents. Et progressivement, dans la formation d'éduc, voilà, cet accompagnement-là m'a intéressée pendant un certain temps. On va dire, voilà, je suis restée à peu près 5 ans dans le domaine de l'éducation spécialisée, en commençant par la prévention, ensuite en ayant un poste en foyer de vie auprès des adultes en situation de handicap mental. Et effectivement, là, ça m'a permis voilà, de mûrir mon identité professionnelle, de prendre un petit peu d'assurance et de travailler au départ beaucoup sur, voilà, sur cette notion d'accompagnement un petit peu individuel, mais qui au fur et à mesure est partie sur la prise en charge du collectif. Et c'est Justement, surtout... parce que donc sur ces 5 ans, il y avait 3 ans d'études, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc sur ces 5 ans, il y avait 3 ans d'études. Ton premier lieu de stage, c'était avec donc en prévention, tu as dit. Donc est-ce que c'était Mm. avec c'était de les ducs de rue, c'est ça? C'est ça, c'est de la prévention spécialisée, donc c'était en milieu ouvert. On faisait de la présence sociale sur les quartiers sensibles un petit peu, et puis on avait un projet de développer une maison des jeunes dans un village. Donc après, j'ai été maître des lieux, on va dire, et du projet. Donc voilà. Donc pendant 2 ans, tu as travaillé donc sur ce projet-là pendant le cadre de tes études. Est-ce que tu étais accompagnée d'autres éducateurs ou tu étais vraiment toute seule sur le terrain? J'avais un éducateur de référence, donc un formateur, enfin, on va dire un titulaire, je sais plus, un tuteur de stage, comme on dit plus ou moins,
Oui, mais après, c'est vrai qu'il était aussi, lui, très autonome aussi, très indépendant dans sa démarche. Donc, j'avais un peu l'impression de beaucoup le suivre, d'être, bah, ce qui est normal, hein, mais au fur et à mesure, c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver finalement mon identité professionnelle parce qu'à la fois, être seule sur le terrain, c'était compliqué parce que bah, voilà, j'avais pas encore toute mon assurance et tout bah, l'aboutissement de ma formation me permettant d'asseoir un petit peu plus ma présence professionnelle. Et en même temps, c'était intéressant parce que j'étais aussi un petit peu mise à l'épreuve en créant un petit peu cet espace de maison des jeunes, en étant bah, finalement de plus en plus seule sur le terrain. Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime bien travailler en équipe et c'est vrai que ce contexte un petit peu de se retrouver seule à gérer pas mal de choses, des responsabilités et en même temps le lien éducatif, etc. C'était beaucoup pour moi et je ne me voyais pas faire mon mémoire, en tout cas ma fin d'études là-dessus. Et parce que pour moi, le milieu ouvert, j'avais du mal avec cette notion du cadre trop ouvert, où les limites n'étaient pas franchement posées. Et puis bon, après, c'était à nous de les poser, hein, c'est intéressant dans ce sens-là. Mais voilà, moi, en tant que personne, avec le caractère que j'ai, je ne me suis pas retrouvée forcément dans ce contexte Donc, professionnel. cette expérience t'a permis de te rendre compte que toi, tu aimais vraiment l'accompagnement individuel, que Oui, tu avais besoin d'une équipe pluridisciplinaire et d'échanges. C'était des choses tout qui à étaient fait. quand même très importantes. Et le cadre, ça aussi, le cadre, quand tu es en milieu ouvert, bah, le cadre, il reporte uniquement sur la personne et que C'est ça, ça, c'était un peu compliqué et que toi, tu avais besoin finalement de murs et aussi le cadre exactement. institutionnel pour pouvoir travailler. Donc même si ça, donc au final ça a été super enrichissant, même si Mm. c'était quand même très compliqué. Est-ce que ça, Oui, à oui, un moment, oui. est-ce que tu as douté d'ailleurs sur le fait de continuer ou pas ces études pendant ces 2 années d'expérience sur le terrain? Euh, ouais, à un moment donné, bah, déjà, on est aussi, il faut le dire, hein, très seul dans la démarche de recherche d'employeur. Et c'est compliqué de trouver une alternance. Voilà, donc je me suis dit, oh là mince, j'ai déjà bien galéré à trouver un employeur, c'était bien fixé, j'ai déménagé, je me suis installée dans un appart, etc. pour cet employeur-là, enfin cette alternance. Et finalement, je me suis dit, oh là là, faut repartir à zéro, bah, je vais me rapprocher du coup de mes proches et de ma famille, hein, mais voilà, repenser cette organisation me faisait très peur, hein, surtout quand un cursus de formation est lancé et qu'on sait que l'horloge, enfin, que le temps passe et que voilà. Donc oui, mais je me suis dit bon bah pas le choix. Là, c'est mon mémoire qui est en jeu, c'est ma dernière année. Tu ne te sens plus bien dans cet endroit. À un moment donné, c'était carrément voilà, ça devenait trop prenant pour moi. C'était très lourd et au bout d'un moment, je me suis dit non, c'est pas possible. Il faut pas s'arrêter là, il faut aller plus loin et cherche, voilà, donne-toi les moyens. De toute façon, j'avais d'autres stages en parallèle, et ce qui fait que j'ai fait cette transition au stage que j'ai fait en me rapprochant. Et donc, effectivement, j'ai été prise par la suite. Donc tu as quitté éduc de rue, les ados, la Exactement. maison de quartier. T'en as pas Oui. parlé, mais cette maison que vous étiez en train de créer, c'était quand même un, comment on appelle ça déjà, le Un Algeco, un c'était un Algeco, Algeco, voilà. ouais, ouais, Donc ouais, en plein hiver, c'était très sympa, voilà. ouais. J'étais collée au chauffage. Voilà, donc l'Algeco aussi, ça questionne aussi sur bah, comment on est perçu hein, dans ce milieu de l'éducation, parce que c'est vrai qu'un Algeco, c'est peut-être pas très accueillant ni pour les professionnels ni pour les ados qu'on accueille. Même si je crois que C'est vous aviez ça. fait en sorte de l'aménager, de le personnaliser, mais en tout cas, c'est aussi des questionnements intéressants sur le Mm. matériel, hein, l'accueil. Ouais, c'est ça. Puis c'est qu'à un moment donné, je croyais plus vraiment en ce que j'allais proposer parce que intérieurement, je me sentais fragilisée moi dans mon contexte, dans mon environnement professionnel, dans ma manière dont je vais aborder les jeunes et tout ça. Et quand on est un peu fragilisé déjà soi-même dans cet environnement, pour proposer un environnement accueillant, cadrant, éducatif, ludique, voilà, il faut pouvoir être aussi serein soi-même. Et je ne l'étais pas, donc je savais qu'à un moment donné, il y allait avoir un écart sur ma pratique, sur ce que je ressentais, et il fallait réajuster. Donc, seulement 2 ans d'études et hop, changement de voie. Et donc, tu es partie vivre travailler dans un foyer de vie avec des adultes, là, par C'est contre. ça, pour la dernière année de formation EduxP.
J'ai donc intégré un foyer de vie qui accueillait à l'époque que des femmes, qui étaient donc non mixtes et plutôt des personnes vieillissantes. Mais c'était très intéressant, ils étaient très peu nombreux, ils étaient 16 je crois. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, un petit peu à l'ancienne, hein. On faisait la cuisine, enfin voilà, c'était les week-ends, c'était nous les cuisiniers. Ouais, c'est top. Et bon voilà, c'était sympa. Progressivement, j'ai fait donc mon mémoire là-dessus parce qu'en fait, après, on a ouvert ce foyer de vie, on l'a passé à la mixité, on a aussi intégré voilà, plus de relations intergénérationnelles, donc avec des jeunes arrivant dans l'établissement également. Donc c'était très intéressant parce que c'était l'ouverture d'une structure, donc il a fallu tout mettre à projet, tout construire ensemble et tout ça. Donc j'ai été ravie de pouvoir participer et contribuer à ce renouveau dans cet établissement. Ça m'a permis également, voilà, encore une fois, de mûrir mon identité professionnelle. Je me sentais déjà plus à l'aise avec le public. Et plus à l'aise effectivement dans un contexte d'équipe où enfin voilà, il y a des murs, il y a un cadre, les activités, nos plannings étaient bien organisés en fonction de nos compétences, de ce qu'on souhaitait monter comme projet également au niveau éducatif, etc. Donc ça a été un bel équilibre, je pense, pendant au moins voilà, 3 ans où je m'y suis retrouvée. Et puis au fur et à mesure, les conditions, enfin j'ai vu un changement en fait dans les conditions de travail, dans l'exercice de mon métier tel quel. Moi, je le voyais vraiment sur un souhait d'accompagnement individualisé du bénéficiaire, du résident, en lui proposant des axes de projet en fonction de ses intérêts, en fonction de ses besoins. Et donc voilà, ça c'était une valeur importante et que j'ai vu finalement un petit peu s'essouffler au fur et à mesure du temps. En tout cas, en étant un petit peu rongé, on va dire, par l'aspect du collectif qui était quand même très prégnant. Voilà, comme je disais, on est passé de 16 résidents, enfin à peu près, hein, à au moins une trentaine, voire plus. Donc on était référent d'unité de vie, donc ça c'était très bien, ça permettait d'être référent de 7 résidents, de pouvoir les accompagner dans leur vie quotidienne et tout ça. Mais en fait, voilà, là, j'ai pris en compte, on va dire, la réalité du terrain. Donc, voilà, les collègues qui sont en congé, l'absentéisme. Au départ, il n'y avait pas de souci, on ne le sentait pas parce qu'il y avait toujours des remplacements sur ces postes-là. Donc, on se disait, bon, c'est un peu différent, il y a une remplaçante, ça nous demandera un petit peu de temps pour lui présenter l'organisation, etc. Mais il y avait du remplacement. Et puis, en fait, à un moment donné, il n'y a plus ce type de remplacement. Donc là, toutes les difficultés que tu as rencontrées finalement sur le terme, ça serait plus toi dans ton ressenti lié au choix institutionnel ou C'est et ça. économique ou voilà quelque chose de. Est-ce que c'est juste lié à l'institution ou est-ce que c'est aussi dans ta perception des choses, hein, lié à autre chose en particulier? Après, je pense que c'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, voilà, moi, je me suis, autant en tant qu'éducateur qu'en tant que psychomotricienne, on est amené à travailler sur un public diversifié, encore plus, je dirais, vers la psychomotricité, ce qui s'entend. Mais, mais c'est vrai que voilà, j'ai cherché un petit peu mes terrains dans lesquels je pouvais épanouir mon identité professionnelle et là, je pense que voilà, sur ce début, en foyer de vie, c'était là où je me sentais le mieux, on va dire. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai senti que l'institution et le fonctionnement du médico-social n'étaient plus finalement adaptés à mes attentes, à ce que je suis peut-être aussi dans ma personne, parce que j'attends peut-être beaucoup trop de choses. J'idéalise peut-être pas mal mon environnement professionnel, ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai eu cet aspect de déception en quelque sorte sur, finalement, moi qui voulais faire cette formation d'éduc pour faire l'accompagnement individualisé, aujourd'hui, je me retrouve
à gérer, ben voilà, à être référente d'une unité de vie, c'est la base du métier, ok. Mais à un moment donné, quand il faut remplacer la collègue qui n'est pas là sur son unité de vie et qu'il faut donc multiplier par 2 l'accompagnement, le temps ne se multiplie pas par 2, hein, il reste le même et qu'à un moment donné, il faut tout le temps se diviser, tout le temps être sur le qui-vive. Et puis du coup, on est tendu parce qu'on se dit, mince, ouais, voilà, on se sent fragilisé dans sa pratique parce qu'on sait que il va falloir jongler entre 2 unités de vie le soir, les repas, les toilettes, etc. Et on passe dans Et que, le côté faire au lieu d'être dans la relation, dans l'humain, dans voilà. l'accompagnement et Alors, l'autonomie. moi, j'étais quelqu'un, enfin, sur le terrain, je voulais absolument pas être dans le faire à la place d'eux, parce que c'était quelque chose qui était impensable et impossible pour moi. Mais du coup, je perdais un peu de temps. J'étais à la bourre. Bon, heureusement, on avait quand même une solidarité dans l'équipe, ce qui fait qu'il y avait quelques collègues qui me disaient, attends Fleur, viens, on se partage les tâches. Voilà, mais c'était du coup plus de l'entraide face à une difficulté organisationnelle que de l'accompagnement tel quel, comme je le voyais moi, c'est-à-dire de se dire, je prends le temps avec tel résident, oui, et puis en fait, même quand on a nous intérieurement, encore une fois, cette notion d'inquiétude, de réorganisation, de stress, etc., et on sait très bien que les résidents, ils sont sensibles. Ils sont sensibles à ça et dans ces moments-là, oui, il peut y avoir des moments de crise de la part d'un résident, donc il faut gérer cette crise également. Voilà, donc on n'est plus finalement contenant, sécurisant et cadrant comme on devrait en tant qu'éducateur spécialisé. Et finalement, je me suis dit, mince, le collectif prend le dessus sur mon approche individuelle que je voulais viser dans mon métier. Et c'est pour ça que finalement, je me suis dit, j'ai besoin d'un petit peu plus d'expertise, en tout cas de support théorique dans ma pratique pour pouvoir m'appuyer dessus et puis être beaucoup plus assurée dans mon métier, dans ce que je propose. Et même si on sait que la première matière, c'est nous, hein, mais voilà, j'avais besoin d'un petit peu plus d'assurance au niveau théorique et surtout de pouvoir vraiment être axé sur l'accompagnement personnalisé de la personne en fonction de son besoin, en fonction de ses envies, voilà, d'être un peu libéré de ce collectif qui était trop pesant pour Et moi. donc là, tu as décidé, après seulement 5 ans, de reprendre tes C'est ça. études en Ouais. psychomotricité. Voilà, c'est pour dire aussi que les soignants, quand même, parce qu'on parle des choses qui vont pas, on dit les choses qui vont pas, mais quand même, globalement, on a envie de bien faire, on lâche rien. Et là, la preuve, c'est que tu n'as pas dit, tiens, je vais me lancer dans la com ou autre. Non, tu as décidé de rester dans un métier de soin pour encore te perfectionner, encore trouver des... Donc voilà, c'est quand même très courageux. Parce que quand je t'écoute, on voit bien que toi, tu étais en souffrance quand même pendant ces 5. Il y a eu de la souffrance pour toi dans ces Sur 5 la ans. fin, oui. Voilà. Ouais. Et il y a aussi, et cette souffrance que tu ressens, tu voyais bien qu'elle avait aussi des effets négatifs sur les gens que tu accompagnais. Ah oui, Voilà. tout à fait. Donc, un peu tout le monde est en souffrance, alors qu'en vrai, personne n'a envie de l'être quand on fait un accompagnement dans le soin. Et c'est Exactement, très dur c'est pour nous. vraiment malgré nous. C'est qu'à un moment donné, les conditions de travail font que ça s'accumule, ça s'accumule. Et on n'est plus en mesure finalement d'être accompagnant comme on l'entend, accompagnant comme les enfants nous l'attendent aussi, ou en tout cas les résidents l'entendent. Et on n'est plus en mesure de répondre à toutes les sollicitations. Et moi, c'est ça, c'est que j'ai eu ce sentiment de me sentir envahie finalement par je dirais pas des dysfonctionnements, je sais pas si c'est vraiment des dysfonctionnements, mais en tout cas une réorganisation qui moi, m'a mise en quelque sorte en péril. Et comme je suis quelqu'un d'assez sensible sur mes conditions de travail, sur ce sentiment, enfin voilà, je sais que j'aime bien travailler sur une équipe soudée, sur une équipe bon, on sait très bien qu'il y a des fois des petits dysfonctionnements, mais c'est normal, c'est partout pareil, c'est un système, c'est normal. Mais mais moi, j'ai ce fort sentiment en moi et cette sensibilité au contexte environnemental, professionnel. Et dès que je sens que les conditions professionnelles m'atteignent et atteignent aussi mon environnement, mes collègues, etc., et que je vois qu'on est plus à même de travailler correctement, là, en général, j'ai compris qu'il fallait plus être là et que c'était plus mon moment d'être là. Et donc,
tu t'es lancée dans le projet de psychomotricienne. Alors, Ouais. est-ce que tu as fait un bilan de compétences? Qu'est-ce qui t'a emmené vers ce métier-là et comment t'es rentrée dans ces études? Et, ouais, je te... Ouais. Alors, bah, du coup, la psychomotricité, c'était déjà quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. Je l'avais déjà un petit peu sur ma formation d'éduc. Et oui, mais c'était une idée floue, mais je me suis dit, ce sera peut-être à un moment donné une passerelle, une transition professionnelle que j'envisage. En premier lieu, c'était vraiment dans l'idée de faire de la thérapie avec le cheval, parce que j'ai dans mon entourage proche pas mal de psychomotriciennes. Voilà, et notamment des psychomotriciennes qui travaillent en équithérapie. Et c'est une association que je suis, que j'accompagne depuis mon plus jeune âge et qui me tient vraiment à cœur. Et donc, effectivement, Tu peux j'ai la eu ce nommer, cette modèle-là. association, si elle te tient à cœur. Comment? Tu peux la nommer, l'association. Ah, bah, Ecus. Donc, Ecus. dont tu es la Euh, présidente, d'ailleurs. Exactement, aujourd'hui, je suis la présidente de l'association Ecus. Et donc, effectivement, voilà, j'ai toujours eu ce souhait bah, finalement, de m'orienter vers la thérapie avec le cheval. Et puis surtout, voilà, là, je retrouvais mes valeurs de me dire, bah, tiens, oui, là, c'est vraiment accompagné du un pour un, en plus avec le médiateur cheval qui est quand même à côté de ça un loisir, voire une passion pour moi. Et voilà, donc j'avais ce souhait-là. Et je savais que voilà, pour être thérapeute avec le cheval, il fallait être thérapeute et pas forcément éduque. Enfin, en tout cas, à l'époque, il y avait quand même un diplôme à avoir en plus. Et puis voilà, encore une fois, ça répondait moins à mon projet d'accompagner plus personnellement le sujet dans sa problématique. Et donc, effectivement, j'ai souhaité faire la psychomotricité. Je me suis lancée sur un gros chantier parce que voilà, avec mon petit diplôme d'EduxP, j'avais la passerelle, donc ça me permettait de rentrer directement en première année de psychomote. En deuxième année. Euh, ouais, non, direct. En fait, normalement, Ah oui, avec le tu faisais pas diplôme le d'EduxP, concours. ouais, c'est ça. Voilà, avec le diplôme d'EduxP, ça nous évite de passer finalement les concours d'entrée qui sont très difficiles à avoir. En moyenne, il faut 3 ans pour réussir les concours d'entrée aux écoles de psychomote. Les écoles de psychomote, c'est 3 ans après, hein. Donc voilà, 6 ans pour faire la psychomotricité globalement, hein, si on veut vraiment réussir de manière générale. Et donc effectivement, j'ai souhaité faire cette passerelle-là. Et je me suis dit, voilà, j'ai quand même, voilà, j'ai bientôt la trentaine, il va falloir quand même que j'avais pas très envie de passer 3 ans sur les bancs de l'école quand même. Ça me faisait peur. Et puis je me suis dit, ouais, si je peux éventuellement passer directement en deuxième année, ça me ferait l'économie d'une année, hein. Faut le dire aussi que les écoles privées, ça coûte. Et puis je me suis dit, bon bah voilà, je tente. Voilà. Qui ne tente rien à rien, donc je tente. Et du coup, j'ai passé les concours, donc les partiels de fin de première année psychomote en candidat libre pour intégrer directement la deuxième année de psychomotricité. Donc ça a été encore une fois un petit peu houleux, il a fallu réajuster certaines choses, faire les rattrapages, hein, parce que j'ai réussi 3 matières sur 9. Et voilà, bah oui, je sors d'un bac littéraire, donc effectivement, il y avait tout ce décalage-là, mais voilà, j'avais cette détermination. La psychomote, c'était ce que je voulais aller voilà, droit au but, et j'ai rien lâché, et j'ai fini par être acceptée en deuxième année de psychomotricité avec mon petit statut de candidat libre. Donc très contente, t'es partie, Donc, très donc t'as contente. repris tes Ouais, études. Et donc pour ouais, revenir un petit peu, on va faire un petit point sur tout ce qui est vie privée, vie pro. Tu avais ce projet ouais. donc de faire de l'équithérapie et aujourd'hui est-ce que tu fais de l'équithérapie et que tu es psychomotricienne spécialisée dans ce domaine-là? Eh bien, pas forcément. Je l'ai fait. Je suis passée par là. J'ai travaillé donc au sein de l'association EPUS sur un remplacement. Ça a été très épanouissant, en tout cas très formateur aussi. Donc Donc c'était ça m'a là avec des enfants en situation avec un trouble du spectre autistique, hein, c'est ça?
En particulier, oui, on accueille des groupes comme des particuliers, donc c'était vraiment très diversifié au niveau de la pratique, de l'ajustement de nos séances à proposer avec le cheval et en fonction du groupe, du particulier, en fonction de la problématique, hein, parce qu'on avait donc enfants et adultes, situation de handicap moteur, psychique, social, enfin voilà. On voulait même envisager d'intégrer aussi la personne âgée. Donc voilà, mais je m'y suis retrouvée. Après, c'est vrai que encore une fois, j'avais peut-être besoin enfin, j'ai trouvé ce statut intéressant parce qu'à la fois, c'était dans une association en tant que salarié. En même temps, il y avait cette notion de liberté quand même dans l'organisation du travail. On avait nos séances qui étaient régulières, qui s'enchaînaient. Mais voilà, il y a ce statut un petit peu comme du libéral où on se dit, bon, bah voilà, j'ai mes patients à la journée, voilà comment je vais m'organiser. Cette notion aussi d'accompagnement en plus avec le cheval, donc il y avait un travail aussi avec le cheval en parallèle, une vigilance aussi à avoir sur la santé du cheval, le respect de l'animal qui est donc aussi notre collègue de travail et notre outil, donc il faut en prendre soin. Après, c'est un travail en extérieur voilà, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Nous étions dehors hein, à assurer les séances. Voilà, donc c'est intéressant, c'est très bien. Mais je ne me voyais pas à temps plein dans ce contexte-là non plus. Dans le sens où j'ai eu ce besoin de me dire, bon, c'est vrai que j'avais besoin de cadrer encore un peu plus mon travail et peut-être en fait, ce qui m'a embêté, c'était pas forcément l'équithérapie plus que ça. Il y a deux choses, c'est que à la fois en tant que psychomote, on a rarement des temps pleins quelque part, donc il faut toujours jongler avec des temps partiels. Et c'est là aussi la difficulté pour moi, c'est qu'il a fallu jongler avec des temps partiels, des CDD, des CDI à droite, à gauche, et qu'à un moment Une donné, vraie précarité, on est d'accord, une vraie vraiment, précarité voilà, et une charge mentale incroyable parce qu'on passe de publics ça. différents, de structures différentes et à chaque fois il faut s'adapter et tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est bien de le dire parce que on s'en rend pas compte, mais on doit être partout, on doit focus, voilà, et revenir. C'est vrai que c'est très compliqué ça. Exactement. Donc à la fois, j'avais un équilibre parce que j'étais en EHPAD en parallèle, donc voilà, dans les murs, au chaud, tout ça, voilà. Et en même temps à l'extérieur sur cette alternance, mais en même temps, quand il n'y a plus l'un, il faut pouvoir réorganiser son temps de travail, sa disponibilité, les attentes du futur employeur si besoin, et puis surtout, mine de rien aussi la notion de salaire. Hein. Moi, j'avais aussi, même si quand on rentre en formation de psychomote, on nous dit vous n'allez pas gagner des millions, hein, soyons transparents, vous faites ça pour vocation, pour tout ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on a quand même envie de s'y retrouver financièrement. On évolue dans notre vie perso. On se dit c'est pas possible, je peux pas rester à un salaire enfin sortie de diplôme, hein, alors que ça fait 5 ans que je suis diplômée. Enfin, à un moment donné, on a besoin de cette évolution Et oui, c'est une dans le reconnaissance aussi. salaire, Le de salaire, cette c'est aussi une reconnaissance. reconnaissance de nos savoir-faire, nos savoir-être, nos compétences. Ouais, tout à fait. Donc c'est un peu dans tout ça que je m'y suis finalement, enfin, je ne dis pas que je ne me suis pas retrouvée, je m'y suis retrouvée, mais c'est cette organisation tout en jongler avec les disponibilités et puis voilà, C'est épuisant. ouais, comme tu disais, la charge mentale que ça demande aussi tout le temps de se réorganiser sur les D'ailleurs, plateaux. là, tu t'es dit, l'équitation, c'était à la base ce qui m'a motivée pour être psychomotricienne. Et tu t'es dit, toi, ton parti pris, ça a été de séparer ta vie pro et ta vie perso et de garder le cheval pour toi, pour Ouais, avoir un vraiment, espace pour te ressourcer. c'est ça. Le cheval, le garder vraiment comme une passion et le métier, voilà, je l'ai testé, c'est bien, mais j'ai vraiment préféré me le garder en tant que passion et de ne pas mélanger les deux au risque, enfin pour moi c'était un risque sur du long terme, si à un moment donné je me lançais dans l'équithérapie sur une carrière par exemple, j'avais un petit peu peur d'avoir finalement cette notion d'usure aussi
et voilà, d'être peut-être un petit peu moins attentive sur les signaux peut-être de fatigue d'un cheval, ou d'être un petit peu moins bienveillante, parce qu'il y a toujours des moments où on se sent aussi un petit peu voilà, bousculé sur des pratiques, où il faut être un petit peu plus axé sur le patient, d'autres un petit peu plus sur le cheval pour préserver du patient de certains comportements. Enfin, ça dépend. Et j'avais un petit peu peur qu'à un moment donné, voilà, Tu ce perds à soit nouveau usant et cette sensibilité, ce ouais, contact avec l'humain et l'animal, et donc à nouveau créer de la souffrance, alors que quand on est soignant, on veut pas créer de c'est souffrance. ça. Ouais. Voilà, je voulais préserver tout le monde en fait, et puis bon, le cheval en premier, et puis aussi ma passion, et puis ouais. Donc toi, ça a été ton C'est choix. s'écouter. Ouais, Ok, ouais. Super. Et d'ailleurs, après, donc, tu as aussi donc travaillé en maison de retraite, Oui. dans plusieurs maisons de retraite, et c'est Mhm. aussi ce qui t'a amené petit à petit à ta troisième reconversion, même si tu gardes la casquette des ducs de psychomote. Je Ouais, pense ouais, qu'une c'est pas fois qu'on a perdu. fait ces métiers, en plus, même quand on sera retraité ou pas, on aura cette casquette de psychomote parce que c'est aussi une Mm. façon d'être, voilà, effectivement. Ouais. Et c'est vrai qu'effectivement, comme tu dis, je me suis toujours dit, ces formations d'éduc et de psychomote seront toujours voilà, ce sera une valeur ajoutée pour moi aussi dans ma vie perso. Tout ce que ça m'apporte aujourd'hui quand, voilà, quand je croise, enfin, quand je vois des enfants, quand même moi en tant que maman aujourd'hui, dans l'éducation de mon enfant, voilà, je sens que j'ai cette fibre, et puis surtout un petit peu plus d'assurance parce que je connais. Il y a voilà, des aspects théoriques qui sont là, et je dis pas que je mélange pas les choses, mais c'est vrai que ça, en tout cas, ça m'a aidé dans ma construction aussi identitaire personnelle, quoi. Personnel et familial. Bah justement, C'est ça. ça fait partie des questions. De quelle manière, selon toi, voilà, cette expérience professionnelle, ces études ont un impact sur la vie privée. Donc, tu vois bien qu'au niveau familial, Mm. ça t'aide quand même. Voilà, hein. Oui, Il y a une partie où c'est positif, mais il y en a peut-être oui. une autre qui est un peu plus négative, je sais pas. Ben, après, oui, clairement, quand j'ai eu ces difficultés de terrain, enfin voilà, c'est ces moments, on va dire, ouais, je dirais pas de crise, mais des moments de remise en question, hein, je me suis vraiment remise en doute sur mes capacités à être éducatrice spécialisée, parfois aussi psychomotricienne, où je me suis dit, mais c'est pas possible. À un moment donné, j'essaye, je cherche partout, je me mets sur des situations professionnelles. Alors, j'allais beaucoup chercher le médico-social, alors qu'à un moment donné, j'ai senti que c'était plus là ma place. Mais je suis quelqu'un voilà, de déterminé, tenace. Et je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, c'est pas grave, c'est pas là, c'est pas ta place, peut-être pas dans cette institution, peut-être pas dans ce système-là, mais peut-être qu'un autre système avec le même public fonctionnerait parce que c'est pas le même environnement. Mais en fait, voilà, il a fallu que je me prenne plusieurs murs et que je comprenne qu'à un moment donné, c'est sympa la ténacité, mais au bout de 3 murs, c'est-à-dire qu'à un moment donné où on en arrive, oui, même à verbaliser des situations de burn-out, oui, là, clairement, quand on en a eu deux à peu près, on se dit, ouais, là, à un moment donné, je pense qu'on a usé notre capital patience, notre capital ténacité, et qu'à un moment donné, oui, il faut repenser sa santé aussi en tant que personne, et repenser son équilibre, repenser tout ça, et c'est Et tout clairement ce ça vers dans quoi un espace je- assez court, c'est moins de 10 ouais, ans, voilà, où tu ouais. parles quand même de fatigue extrême, Mm. donc ça a un impact sur ta vie perso, Ah oui, oui, sur des temps tout très à fait. courts. Moi, c'est ça que dans ton parcours que je trouve assez intéressant, c'est de voir voilà, sur des temps très courts, combien de fois on change, l'impact que ça a sur notre vie perso. Mm. Mais après, c'est vrai que oui, oui, c'est ça, c'est que alors moi, encore une fois, je me suis remise en question en me disant, bah mince, je suis peut-être pas faite, voilà, je suis clairement pas faite pour travailler dans le médico-social aujourd'hui, ça y est, je le sais, il m'a fallu du temps pour l'accepter, hein, se faire finalement un deuil aussi de ce que l'on envisageait et qui ne se fait pas, mais de se dire, bah, si ça ne se fait pas, c'est qu'à un moment donné, Fleur, c'est pas ta place ici, c'est pas grave, et Quand, tout va bien en fait, il quand faut tu aller dis que ailleurs. t'es pas faite pour le médico-social, est-ce que c'est plutôt le système comme il est fait actuellement qui fait que tu ne peux pas travailler? Mm. Mais être éducateur, c'est quand même quelque chose qui te plaisait. Est-ce que c'est plutôt Ouais. la problématique institutionnelle qui fait que tu te sens pas en capacité de continuer?
Oui, c'est parce qu'en fait, moi, je pense trop sensible par rapport à tout ce qui se passe autour de moi. Je suis pas, enfin, je pense pas avoir cette capacité de me dire, ah ben c'est bon, je l'ai déjà testé, hein, parce Oui, qu'il y a un poste sur lequel on m'avait appelé sur un poste de psychomote, mais quand même sur une casquette d'éduc quand même. Enfin, c'était un poste très hybride où où on m'avait un petit peu laissé carte blanche en me disant, bah voilà, choisissez enfin limite, négocier votre salaire, tout ça. Donc moi, je m'étais dit, bon, bah parfait, j'y vais. Et là, je me suis rendu compte que même en négociant mon salaire, donc même en ayant un salaire confortable, de se dire, bah ouais, super, je fais ça pour mon salaire et pour finalement, bah voilà, s'il faut faire un petit peu ce post hybride pendant un an et puis avancer, pourquoi pas. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était encore un mur supplémentaire et pourquoi parce c'était que un mur supplémentaire? Est-ce que c'est le fait dans l'accompagnement ou vraiment dans le fonctionnement? le fonctionnement, Le fonctionnement, voilà. beaucoup. Le fait que les conditions ne soient pas forcément très claires dans mon poste, parce qu'en même temps, on me disait, voilà, bah, vous faites un poste d'éduc. Moi, j'avais dit, je ne veux pas faire d'internat. Finalement, je me suis retrouvée à faire de l'internat. Voilà, j'avais quand même posé mon cadre, peut-être pas suffisamment, ce qui fait que je me suis laissée un petit peu bouffer par le système. Et en plus de ça, ouais, voilà, j'étais sur une casquette d'éduc et psychomote, et puis on sent que les équipes qui sont bien ancrées dans leur système aussi, dans leur fonctionnement, qui ont une résistance aussi au changement, et qui se sont dit, bon, bah, oula, nous, c'est plutôt un danger. Enfin, on le voit plus comme un danger, cette personne qui arrive comme ça de l'extérieur, qui va nous observer, qui est psychomote, qu'est-ce qu'elle nous veut, quoi, en gros. J'ai un peu senti cet accueil, voilà. Et là, vraiment, à la sortie de ce poste-là, oui, clairement, là, j'ai été en situation de burn-out. Et, euh, et là, c'est là que je me suis dit, non, c'est fini. C'est fini pour moi, le médico-social, c'est plus possible, même en tant que psychomote. À un moment donné, on sent qu'il y a quand même ouais, c'est dommage parce que les postes sont pas très... Enfin, ils sont définis, mais c'est qu'il y avait, on sentait cette tension un peu de ouais, c'est la psychomote, elle va peut-être nous apprendre quelque chose. Ouais, non, elle ne nous apprendra rien. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans le poste, je connais les jeunes par cœur, enfin, qu'est-ce qu'elle va m'apprendre? Voilà. Et là, c'est un peu difficile parce qu'on se dit, bah ouais, bah mince, bah non, en fait, le but, c'est de travailler ensemble. Vous êtes sur le quotidien. Moi, si j'ai quitté mon poste d'éduc, ça me regarde. Enfin, voilà, j'ai fait tout ce qu'il faut pour évoluer. Aujourd'hui, je suis psychomote. Je viens avec ma casquette de psychomote. Et en fait, on me remet sur un poste d'éduc. C'est aussi moi qui n'ai pas posé mon cadre dès le départ. Et clairement, voilà, les collègues, enfin, les équipes m'ont poussé à la sortie, hein, clairement. Et ce moment a été dur, très difficile, parce qu'on se dit, bah ouais, là, on est complètement le cerveau ramolli, on ne sait plus du tout dans quel état on est et on ne sait plus du tout vers quoi aller. Mais finalement, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais merci de m'avoir poussé à la porte, en fait, parce qu'aujourd'hui, ben, je me suis épanouie et puis j'ai compris que oui, la limite, elle était là et que peut-être qu'à un moment donné, eux, ils m'ont fait comprendre qu'il fallait que je vole de mes propres ailes avec mon poste de psychomote et que j'arrête avec des postes hybrides. Et puis moi, j'ai compris qu'à un moment donné, le médico-social, c'était plus pour moi. Et c'était très dur, mais très formateur par ailleurs. Et ça m'a permis d'aller plus loin. Donc, quels seraient les conseils que tu donnerais justement aux personnes qui veulent se reconvertir, qui hésitent ou même qui veulent faire ces études-là? Parce Mm. que, voilà, quels seraient tes conseils par rapport à tout ce que tu viens de raconter? Qu'à partir du moment où on a notre petite voix intérieure qui tire le signal d'alerte, c'est là qu'il faut pouvoir s'écouter. C'est bien de s'écouter. Enfin, en tout cas, moi, je ne me suis pas suffisamment écoutée. Donc, j'ai senti qu'à un moment donné, quand la santé nous dit qu'il faut s'écouter, il faut le faire. Donc, dès qu'on ressent un petit peu cette intuition, c'est de pouvoir l'écouter. L'écouter, si à un moment donné, sur la durée aussi, on sent qu'elle revient régulièrement. Hein. C'est pas se dire, ah bah tiens, hop, là, demain, je vais changer, je vais devenir fleuriste parce que ça m'a traversé l'esprit. C'est de pouvoir voilà, écouter cette voix intérieure qui revient de manière régulière, de pouvoir écouter ces signaux d'alerte, de se dire qu'à un moment donné, si bah, notre petite flamme qui était là est en train de s'éteindre et que ça va plus voilà, changer tout ça. Et surtout bah, de croire en soi, de croire en ses projets, qu'à un moment donné, voilà, garder cet espoir-là que les choses puissent changer et le visualiser, l'envisager permet finalement bah, de passer toutes ces étapes, même si ce sont des obstacles, et bah, de pouvoir les franchir correctement et de se dire, bah, c'est pas grave, j'ai pas fait un sans faute, mais j'ai fait quelques barres, mais au moins, bah,
je suis arrivée à mon but. Et ce qui est important, c'est la quête aussi, c'est de savoir comment notre parcours, comment on y est arrivé. Et le troisième conseil, ce serait vraiment de pouvoir bien s'entourer également. C'est-à-dire de rester en veille au niveau de son réseau personnel, professionnel. C'est grâce au réseau aussi professionnel et personnel que l'on arrive finalement à saisir des opportunités et nous pouvoir aussi les provoquer. Et donc je dirais qu'il faut aussi garder une bonne partie d'audace. Et voilà, ce petit grain de, pas de folie, mais ce petit grain qui nous pousse à nous dire, bon, eh ben, ça paraît insurmontable, mais c'est pas grave, j'y vais quand même parce que c'est là que je veux aller. Bon, super, merci. Et Ouais. oui, ça fait plein de conseils intéressants. Justement, donc, bah, t'as répondu en partie sur la question de quelle manière ta vie privée influence ta manière de soigner ou ta carrière Mm. professionnelle. Donc là, ta vie privée, elle a influencé elle t'a aidé en tout cas à dire stop à certaines choses qui étaient trop compliquées à vivre, à venir de te reconnecter à ce que tu avais besoin, à tes valeurs pour pouvoir progresser. Donc ça, on le voit bien quand tu discutes. Mm. En quoi aussi ça a un impact sur ton accompagnement auprès des personnes? Parce que moi, je reste persuadée qu'on ne peut pas dire le privé d'un côté, le pro de l'autre. Il y a quand même un impact. Et d'ailleurs, on a des supervisions pour essayer de faire la Mm. part des choses. Donc voilà, je Ouais. voudrais bien avoir aussi ton retour par rapport à ça. Alors oui, l'impact vie privée, vie perso, ben, si ça va mal au travail, en tout cas, moi, je l'ai clairement vécu et je sais que j'arrive pas à faire la part des choses. Il y a, quand à un moment donné, ben, voilà, le vase déborde, ben, oui, 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 c'est compliqué de rentrer à la maison et de se dire, ah, youpi, tralala, c'est bon, on a fini la journée de travail. Non, 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 on est toujours avec voilà, le cœur serré, on perd de notre spontanéité dans notre vie quotidienne, on perd finalement cette joie de vivre, on perd ce dynamisme que l'on peut avoir, donc on n'a plus envie de rien faire, on veut plus, enfin, on reste figé finalement. Et après, ben voilà, je suis un bloc qui se déplaçait, boulot, travail, maison. Et donc c'est pas sympa pour personne, pour les proches qui se sentent impuissants aussi hein, dans cette situation, qui se disent bah, c'est dommage, allez, voilà, nous on est là quoi. Enfin, il faut qu'on continue à vivre malgré tout, à passer des beaux moments. Donc oui, tout de suite, si à un moment donné au niveau professionnel ça va pas, au niveau personnel en tout cas, moi j'arrivais pas à faire surtout ce trajet-là, c'est-à-dire ça allait mal au niveau professionnel et je le ramenais à la maison. J'essayais de pas le ramener, mais c'est vrai que moi, je suis une inquiète de nature. Et quand je ne pouvais pas visualiser mon avenir, c'est-à-dire à se dire, bon, voilà, il y a un système qui ne va pas, il faut que je l'arrête, il faut que je fasse une rupture avec ce qui ne va pas. Mais derrière, qu'est-ce que je vais avoir, quoi? Voilà, c'est ce gouffre qui, à un moment donné, m'appelle, mais en même temps de se dire, ouais, mais est-ce que je saute ou pas, quoi? Parce que j'ai par ailleurs ce besoin de sécurité aussi. Hein. On se dit, bah voilà, on ne peut pas se lâcher comme ça du jour au lendemain d'un poste en CDI à temps plein parce qu'on est en burn-out et qu'est-ce qu'on va trouver derrière et comment on va s'organiser. Enfin, comme tout le monde, hein, un loyer à payer, assurer une vie de famille, donc c'est délicat. Donc on va tenir dans le poste parce que bah, on est obligé de subvenir aussi aux besoins de la famille et de la maison. Mais Donc toi, voilà. tu as fait quelque chose quand même, tu as passé le cap et je crois que tu as fait une candidature spontanée. Alors voilà, donc le contexte, donc tu étais là en maison de retraite, donc tu avais Oui, deux maisons de retraite, dont une apparemment où ça s'est pas très bien passé et l'autre tu avais un tout petit temps, je crois 30%, donc on en revient à nouveau à cette c'est ça. précarité de nos emplois hein, quand même, moi je trouve, hein, Ouais, ouais, personnellement ouais. j'utilise le mot, Oui, voilà, oui, et là à un voilà, moment tu 30%, t'es c'est dit, rien. voilà, il faut faire quelque chose et tu as fait, donc est-ce que tu peux un peu raconter cette histoire autour de ces maisons de retraite et cette Alors, candidature? donc à la sortie du diplôme de psychomote, moi j'ai tout de suite souhaité travailler avec le sujet âgé. Tout le monde me regardait avec des gros yeux en me disant quoi, tu veux bosser avec les vieux? Ah non, mais moi je veux bosser avec les enfants, c'est tellement mieux. Enfin voilà. Mais je me suis dit bah ouais parce que j'ai un feeling avec ce public-là et oui je m'y retrouve et oui j'ai envie d'aller là-bas et alors.
Donc, j'y suis allée. Je suis allée sur un terrain, c'était un ancien terrain de stage, où la psychomotricienne qui était en poste et qui est restée 1 an en poste a fini par partir. Et donc, elle m'a dit, bah voilà, c'est cool, c'est bien que ce soit toi, on fait la transition. Mais déjà dans mon sur le stage, j'avais vu que c'était un petit peu précaire comme condition, mais je me suis dit, bah allez, c'est pas grave. Puis encore une fois, on se dit, ah là là, un temps plein, psychomote, à la sortie du diplôme, ah super. Voilà, pareil, dans ma condition de vie, ma structuration, j'avais besoin on avait besoin de déménager aussi, de se dire, bah tiens, on va changer d'un appart pour aller en maison, tout ça. Donc, on avait envie également de pérenniser un petit peu notre situation vie pro, perso. Et donc, je me suis dit, bon, bah, allez, chic, chic, j'y vais. Et puis, en fait, ouais, c'était des conditions. Enfin, clairement, aujourd'hui, l'établissement a fermé, hein, voilà, pour poser le cadre. Et donc, oui, des conditions très, très précaires, en fait, hein, que ce soit pour l'accueil des résidents dans l'EHPAD et que ce soit également dans les conditions de travail des professionnels. Oui. Ce que tu expliquais, c'est que Euh, tu devais limite nettoyer tout avant parce que c'est ça. rien n'était nettoyé. Ah, non, mais rien, rien. C'était voilà, je faisais des ateliers motricité, j'étais obligée de réunir voilà, des chaises, faire un cercle. Pour réunir chaque chaise, j'étais obligée de les laver une par une presque. Et à un moment donné, c'est plus possible. Au début, on le fait parce que on sort du diplôme, on se dit bon, allez, c'est bon, moi je veux que, voilà, quel est mon objectif? Mon objectif, c'est de mettre en place cette séance, de faire plaisir aux résidents, d'amener de la vie, de faire de la gym, voilà, retrouver son corps en mouvement, etc. Donc, allez, banco, j'y vais, quoi. Mais quand on passe une demi-heure à nettoyer le matériel et qu'en plus de ça, quand on appelle l'accueil et que l'accueil nous dit, bah ouais, mais non, mais moi, je voulais appeler les services des ASH, etc., comme on fait d'habitude, mais là, on m'a dit, bah non, frère, t'as qu'à prendre un balai, une éponge, faire le nécessaire. Donc là, on se dit, ok, c'est quand même très précaire. Quand il faut aller au lavomatique, parce que les lavomatiques, voilà, c'était très, très complexe. Et Et est-ce que tu pourrais dire est-ce que pour toi, il y a eu une forme de culpabilité à te dire, je vais pas les laisser ces personnes, ils ont besoin euh, d'avoir ce temps, et après on se retrouve là à vouloir à nouveau faire notre métier, hmm, et un peu au détriment de nous, quoi. c'est ça, c'est qu'au départ, je me suis dit, finalement, là, mes objectifs, c'est pas de faire. Au début, j'étais, ouais, allez, je vais faire passer le GP, les tests, tout ça, les séances individuelles. J'ai vite, vite, vite oublié tout ça. Et je me suis dit, voilà, ralentis, ralentis clairement, mets-toi à la hauteur du fonctionnement, mets-toi à la hauteur du besoin des résidents. Et eux, leurs besoins, c'était une main tendue, c'était prendre du temps avec eux, discuter, faire un grand sourire. Voilà, passer du temps avec eux et surtout les considérer en tant que personne et surtout apporter de la bienveillance et de la bientraitance. Et ça, ils en avaient tellement besoin que j'ai fait de la présence en fait, de la présence à l'autre, de l'écoute, du bien-être. L'ancienne psychomote me disait qu'elle faisait beaucoup ça et j'ai compris finalement pourquoi. Donc, c'était gratifiant dans ma posture professionnelle parce qu'on se dit, finalement, ouais, je suis le rayon de soleil de monsieur Untel dans sa journée. Madame Michu aussi est très contente. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que ça m'a permis de développer aussi cette capacité de ralentissement parce que moi, je suis quelqu'un qui... j'aime bien avoir un rythme assez soutenu dans ma pratique, dans ma journée, tout ça. Et d'avoir encore une fois ces repères dans mon travail, d'être organisée, me dire à 14 heures j'ai une séance, à 15 heures j'ai du groupe, enfin voilà. Et là, en fait, j'avais plus rien de tout ça. Donc, au début, je me suis dit, c'est pas grave, vas-y, c'est nouveau, ça te ressemble pas, mais pourquoi pas. Ralentis-toi aussi dans ton rythme. Hein. Donc, ça m'a appris pas mal de choses. Mais finalement, à un moment donné, on est dans une limite. Et cette limite-là, c'est que je me suis dit, aïe, il y a mes valeurs professionnelles, mes valeurs humaines. Il y a, voilà, et là, je me suis dit, je suis plus en accord avec ces valeurs, mes valeurs et celles actuelles dans l'établissement.
Et je ne veux pas cautionner de la maltraitance. Je ne veux pas être là pour cautionner quoi que ce soit. Et en fait, à un moment donné, c'est vraiment là notre responsabilité professionnelle et en tant que personne, de se dire, ben non, si à un moment donné, il y a des contrôles ou autres, je ne veux pas être là et être déjà sanctionnée parce que moi, je ne cautionne pas tout ça. Et je suis pourtant dans un milieu qui est en décalage avec mes valeurs. Et voilà. Et Donc, c'est moi, c'est important surtout aussi qu'à ce mon... témoignage de dire, bah voilà, quand on n'est pas d'accord, à un moment, il faut le dire. Et oui, c'est Ouais. aussi très dur parce que derrière, on a un risque de sanction, on a un risque de perdre Mm. son emploi. Et voilà, et à nouveau, mais c'est vrai que c'est très très dur à vivre quand on est dans des structures qui peuvent être maltraitantes parce que on se retrouve un peu, voilà, bah, pris un peu En en, porte-à-faux, ouais. voilà, et c'est Mm. assez dur. Et donc, au bout d'un an, finalement, tu es quand même parti, mais tu as tenu quand même un an, Voilà. hein. C'est ça, j'ai tenu quand même un an et puis finalement je me suis dit bon bah ok, très bien, donc j'ai vu une structure, j'ai fait mon petit burn-out au passage, mon deuxième. Non mais et puis je me suis dit bon là c'est bon, maintenant je vais aller chercher un établissement qui soit dans le standing, qui soit dans l'hôtellerie, dans quelque chose, des prestations de qualité, un environnement professionnel agréable, voilà. Donc, je suis allée chercher ces conditions de travail épanouissantes. Je les ai trouvées dans un établissement, pareil, donc le standing, effectivement, qui fait partie d'un groupe qui est connu, mais voilà, qui ne fait pas les gros groupes qu'on connaît aujourd'hui. Mhm. Euh, et en fait, donc je suis arrivée, je me suis dit, OK, c'est le jour et la nuit, c'est génial. C'était donc ce fameux poste à 30%, hein, donc une journée et demie par semaine. Voilà, donc va compléter le reste de la semaine. Et finalement, donc là, je me suis dit, ah, mais c'est génial, ça y est, enfin, je trouve ce que je veux. C'est-à-dire que voilà, une équipe très bienveillante, organisée. On sent, voilà, je sentais qu'on était tous là pour le résident et qu'enfin, ce résident, dans sa journée, on sent qu'on est aux petits soins pour lui. Et ça fait tellement du bien en tant que professionnel de revenir sur quelque chose, je dirais normal, hein, mais en même temps, voilà, et de me dire, bon, voilà, enfin, c'est épanouissant, j'ai une balnéo, j'ai des conditions de travail, j'ai une reconnaissance de mon métier, parce qu'on arrive, on me donne ma tenue, on me dit, voilà, la psychomote, elle fait pas les toilettes. Voilà, non, mais c'est très bête, mais c'est qu'à un moment donné, oui, les soignantes, quand elles venaient me poser des questions, elles me disaient, Fleur, non, non, ne t'inquiète pas, je te demande pas de faire la toilette. Enfin, on sentait vraiment qu'elles avaient été briefées pour comprendre que la psychomote, elle est là pour, en complément, sur des moments peut-être délicats de l'accompagnement à la toilette, mais que je suis là ponctuellement sur des choses, et puis qu'à côté de ça, je développe aussi mes séances individuelles ou de groupe. Donc j'étais très libre dans mon fonctionnement, donc très intéressant aussi. Euh, C'était structuré, ça me convenait très bien. J'étais même sur un départ où, même si d'entrée, on m'avait dit, bah non, c'est 30% et pas plus, mais j'avais quand même tenté de négocier, de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas grandir mon temps de travail, au moins partir sur un mi-temps ou en tout cas un petit peu plus, parce que là, c'est compliqué. Et donc non, c'était pas possible parce qu'il fallait valoriser également le poste de la psychologue. Et voilà. Donc là, sur du 30%, j'ai évolué, j'ai avancé, j'ai bossé 3 ans là-bas. Et donc voilà, la première année, génial, tout ça. Et puis au bout du milieu de la deuxième année, bon après moi j'ai eu mon congé mat aussi au milieu, mais au retour, ouais, je dirais peut-être de mon congé mat, j'ai senti qu'il y avait un gros changement en fait. Il y a eu du changement dans le contexte. Voilà, ça y est, là je commençais à ressentir qu'il y avait du mouvement dans les équipes, que finalement tout ce qui était mis en place a volé en éclats, que ma balnéo finalement elle était plus fonctionnelle. Et puis bon, on se rend compte que 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 7 mois. Enfin voilà, on se dit que finalement on ne peut plus faire de balnéo alors qu'on continue à la vendre, hein, finalement dans la brochure. Hein, on continue à dire aux familles, il y a une balnéo, c'est génial, regardez, il y a la psychomote qui fait la balnéo. Et qu'en fait, non, elle fait plus trop la balnéo parce qu'elle est cassée. Mais voilà, et qu'à un moment donné, sur du 30%, c'est difficile de proposer son regard, enfin, peut-être que ça vient aussi de moi, hein, où j'ai eu du mal à m'imposer,
à dire les choses, à poser mon cadre en tant que tel. Mais sur du 30%, c'est délicat. Et puis surtout, quand à un moment donné, c'est pas moi la coordinatrice de l'équipe, c'est pas moi qui gère tout ça. Donc c'est un ensemble. Il faut être porté par l'ensemble pour que ça avance. Et je l'ai été, mais après, il y a eu des transitions aussi sur cette organisation, sur cette gestion d'équipe. Donc là, on sent que finalement, le poste de psychomote, eh ben, il s'éteint au fur et à mesure parce que ben, voilà, on n'est pas très reconnu, parce que on essaie de s'imposer aussi, enfin en tout cas d'expliquer les choses. Hein. On dit aux soignants, enfin, il y avait un gros décalage de dire aux soignantes, bah, prends le temps, verbalise, il faut dire, il faut prévenir le résident quand on va le déplacer, il faut prévenir le résident quand on fait avancer le fauteuil roulant parce que bah voilà, il peut être surpris. Mais aujourd'hui, des fois, quand on dit ça, on est regardé genre, mais ouais, mais t'étais bien mignonne avec tous tes beaux conseils, mais aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Et oui, Est-ce que c'est c'est la possible notion alors du qu'on a temps là. 15 minutes? On est dans Voilà. la notion du temps où il faut faire beaucoup de choses. Et aussi, je sais pas si c'est ce qui t'est arrivé, mais des fois, on demande aux psychomotes de faire de plus en plus de groupes. Oui, c'est ça. Voilà. Et Et ça, pour c'est qu'après, rentabiliser le temps. Donc, c'est elle ça. a vu 10 personnes. Bah oui, la psychomote a vu 10 personnes pendant 1 heure sur le temps d'un groupe. Mais c'est pas la Sauf que, même chose que de l'accompagnement individuel. c'est Et on ça. a, Et sauf que Fleur Jourdan, quand elle a voulu changer, hein, on se rappelle de l'éducatrice spécialisée qui voulait faire, qui avait son projet, voilà, de vouloir travailler sur l'individuel en partie, qui se retrouve finalement envahie par l'aspect la gestion du collectif. Et bah, là, ça m'a réveillé tout ça aussi, hein, clairement. Je me suis dit, ben mince, non, je ne suis pas l'animatrice, je ne suis pas là pour remplacer un poste d'animation qui n'existe pas ou qui est là partiellement, qui est en arrêt, qui voilà. C'est vrai que c'était ça aussi. Moi, clairement, je posais la question sur mes entretiens d'embauche où je demandais s'il y avait une animatrice parce qu'on sent très bien qu'à un moment donné, il y a quand même ce glissement de tâches qui peut être vite là, par facilité, par tout ça. Et ce glissement de tâches, moi, j'avais plus du tout envie d'en entendre parler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, tu comme on veux a faire dit, son c'était métier. Tu veux, ouais, voilà, faire faire, son métier, ouais. arrêter de se prendre des murs, arrêter de et se dire bah oui, non, à un moment donné, moi, le glissement de tâches et la polyvalence, c'est très sympa. Je suis quelqu'un de flexible, hein. Franchement, à la base, je suis quelqu'un de je fais tout ce qu'il faut, je peux aider mon équipe et tout ça, mais qu'à un moment donné, ce glissement de tâches, il ne s'instaure pas dans quelque chose de normal et d'ordinaire, et qu'à un moment donné, ouais, la psychomote, on ne sait plus ce qu'elle fait parce qu'au bout d'un moment, elle finit par donner les repas, faire les toilettes aussi. Oh, bah, finalement, elle peut être soignante. Et puis finalement, voilà, j'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça. Ouais, et je me suis dit, bah, c'est dommage, je suis venue sur de l'EHPAD standing, je suis venue pour des conditions de travail encore épanouissantes, bienveillantes, etc. Et même aujourd'hui, sur du standing, je ne m'y suis pas retrouvée au bout de 3 ans. Bon, après, je suis sur du 30%, donc c'est vrai que c'était pas. Enfin, j'étais sur du 30%, donc c'était pas extraordinaire. Mais c'est vrai qu'on le sent, même en étant très peu là, on sent ce glissement de conditions de travail et que finalement, bah là, voilà, beaucoup de changements dans les soignants, ce qui fait que les résidents, bah, qu'est-ce qui se passe? Ils sont anxieux. Ils sont de plus en plus anxieux parce qu'ils n'ont pas de régularité dans le suivi, ils n'ont pas de repères. Ils n'ont déjà pas de repères parce que, bah, voilà, au niveau cognitif, bah, on sait très bien qu'il y a ce déclin et tout ça. Donc, finalement, ça ne fait qu'accentuer bah, le mal-être de tous. Et on est dans un cercle finalement vicieux au lieu d'être celui vertueux en plaçant le résident au centre du dispositif et au centre de son bien-être et tout ça. Et donc je pense que clairement, là aujourd'hui, bah, on sait, hein, c'est un sujet d'actualité et qu'il faut revoir la notion du soin, revoir tout ça parce que je me dis si ça m'arrive à moi, c'est arrivé à plusieurs personnes d'entre nous, enfin à plusieurs personnes dans le domaine du soin, que ce soit des infirmiers, que ce soit des soignants, qui souhaitent, voilà, qui s'inscrivent dans des processus de formation, qui font les formations, qui finalement sortent de formation et se rendent compte que bah, y a plus qu'un fossé. Et là, c'est pas un grand écart, c'est une luxation d'orange qu'on a aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, sur la théorie et la pratique et le terrain. Et c'est dommage. C'est dommage parce que tout le monde vient avec sa bonne volonté, son envie Oui, il y a finalement, quand même le côté cette vocation. vocation. On n'est pas là parce que, bah, tu l'as dit dès le début, hein, on n'est pas là pour gagner de l'argent. On est quand même au niveau Voilà, on est là il y pour a une une vocation vocation. de l'humain, du soin. Et en fait, on se retrouve malgré nous, ben voilà, parasité et puis même, ouais, rongé un petit peu par le contexte professionnel qui, à un moment donné, bah,
use. Et puis, bah voilà, on finit par avoir un petit peu des trous partout comme un gruyère. Et puis, on se dit, mais finalement, qui on est, on perd le sens et c'est ce sens-là du métier qu'il faut retrouver. Et Et justement, c'est mais on pour va ça que rester dans le positif quand même, parce que tu n'as rien lâché et non, j'ai tu rien as lâché. encore évolué. Je rappelle quand même la durée de temps. Tout ça, on raconte, c'est sur 10 ans. Et sur ces Ouais, 10 ans, il y a 6 ans d'études quand même, hein. ouais, Donc c'est ça. voilà, c'est un peu fou quand même. Ouais, non, non, c'est particulier. Bon, j'avoue, j'ai un parcours très atypique, Je pense qu'on mais est je très pense nombreux. qu'aujourd'hui, On est très mais nombreux à avoir un parcours comme ça eh bien oui, parce qu'effectivement, comme on le disait, les réseaux sociaux nous aident bien, et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'assez fidèle au niveau, bah voilà, j'aime bien retrouver des connaissances, de formation, tout ça. Et quand je pose la question, alors, tu as des nouvelles d'un tel, etc. Et souvent, je vois que les gens, bah, ils ont fait la formation d'éduc comme moi, puis finalement, ils se retrouvent en restauration. Il y en a qui sont partis faire le tour du monde, il y en a qui sont devenus finalement, qui sont partis plus dans le théâtre. Enfin, et je me rends compte qu'en fait, sur bah, l'ensemble de la promo, que ce soit éduc ou psychomote, il y en a pas mal qui ont quand même bifurqué, quoi. Donc, bah oui, c'est que finalement, à un moment donné, je ne sais pas si c'est un contexte voilà, actuel. Et puis bon, il y a plein de facteurs. On cherche le bonheur au travail, on cherche l'épanouissement, on sait que voilà, la quête de soi au niveau professionnel et personnel et trouver cet équilibre est quelque chose aujourd'hui essentiel. et tu l'as trouvé Et aujourd'hui en travaillant je l'ai trouvé. comme chargé de clientèle. C'est ça, chargé de clientèle à Exostim. Oui, alors là, c'était dans le cadre d'un remplacement en EHPAD qui se passait très bien, hein, mais c'était voilà, un remplacement où la psychomote utilisait donc ce logiciel, donc ce programme de stimulation cognitive sur tablette, et qu'on peut utiliser en séance individuelle comme collective. Et donc au début, j'ai eu beaucoup de mal hein, à me saisir de cet outil parce que du coup, c'est une collègue que je remplaçais donc j'ai été formée par texto sur ce programme-là, donc c'était un peu délicat. Donc au début, j'avais un limite, c'est compliqué, voilà, c'est un peu lourd sur ma pratique. Et finalement, je me suis dit, mais attends, là, voilà, tu es référente d'un PASA, tu dois organiser des séances. Et puis, voilà, c'est bien aussi de changer de support parce que quand je prenais le crayon et le papier, souvent les résidents me disaient, ah mais on n'est pas à l'école, c'est bon que je suis à la retraite, j'ai besoin d'autre chose, quoi. Donc c'est vrai que cet outil, moi, m'a permis de faire la stimulation cognitive en sortant du côté scolaire, en étant sur du ludique, en étant sur voilà, comment on peut maintenir les capacités cognitives préservées, comment on peut stimuler, comment on peut prévenir. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial parce qu'on était sur plusieurs volets. Et donc voilà, donc là, ça a été un petit peu fou, mais comme je disais, hein, je pense qu'il faut beaucoup d'audace et puis beaucoup d'espoir et puis et surtout ne pas lâcher son objectif, son objectif. Où là, en fait, j'ai postulé à un poste à la base qui était un poste de commercial, hein, donc rien à voir du tout. Mon conjoint m'a regardé avec des gros yeux en me disant mais n'importe quoi. Mais ma chérie, t'es tombée sur la tête. Mais il m'a dit, mais vu ta patience légendaire avec l'ordinateur, tout ça, je te vois absolument pas travailler sur un ordinateur, et encore moins avec des tablettes et des programmes et tout ça. Et bien, pas du tout. Et bien, finalement, c'était vraiment là, moi, mes objectifs de travail aujourd'hui, c'était de pouvoir travailler autrement la notion du soin. Donc là, je travaille toujours auprès des équipes soignantes en EHPAD. Je les accompagne dans l'utilisation du programme. Mine de rien, le fait d'être psychomotricienne et de venir du terrain, d'avoir utilisé l'outil, il n'y a rien de plus vrai finalement et de plus, voilà, de plus aidant dans l'accompagnement à l'usage. Donc je sens que les équipes sont, voilà, enfin elles se disent, ouais, il y a quelqu'un du métier qui peut enfin nous expliquer parce que c'est vrai que des fois, on sait sur voilà, d'autres logiciels ou autres, c'est pas forcément des gens qui connaissent le terrain, qui accompagnent. Donc là c'est vrai que c'est rassurant, c'est encadrant, et puis c'est en quelque sorte aussi un peu de coaching. Puis nous, de Et notre côté, ça c'est innovant aussi. C'est vraiment, en tout innovant. cas, Ouais, moi, ça peut que me parler. Dans le cadre de l'association solaire, tout effectivement, à fait. on essaye de repenser le soin. Et quand on t'entend, on voit Mm. bien qu'il faut repenser le soin.
Et c'est vrai tout que à fait. faut oser postuler dans des lieux qui nous paraissent improbables, même si Ouais. notre entourage N'y crois pas trop, mais oui. voilà, oser être créatif et tout ça, et c'est Ouais. super chouette. C'est super chouette. En tout cas, c'est quand même positif. Oui, oui, oui. Voilà. Ben voilà, en même temps, moi j'ai trouvé enfin, là cet épanouissement et ça y est, j'ai trouvé ma place, enfin. Et quel soulagement de se dire, ben voilà, je vais au travail en souriant, je sais que j'ai des conditions épanouissantes, je sais que voilà, on est tous bienveillants dans notre équipe, qu'on s'écoute, qu'on s'entraide, on est tous très différents, donc c'est vraiment très intéressant. Et puis moi j'avais envie de sortir du soin. Je crois qu'à un moment donné, c'est dommage parce que je me dis j'ai perdu, mais enfin, j'ai pas perdu parce qu'au début je me dis ah c'est un peu tracer une croix sur la pratique, sur le soin. Eh bien non en fait parce que je reste quand même dans ce domaine. Et puis j'ai eu besoin moi de me préserver personnellement dans ma vie perso, professionnelle aussi, et que le soin aujourd'hui, bah, je ne le reconnais plus. Encore en plus, avec cette situation de crise sanitaire, hein, qui a aussi amplifié cette notion pour moi de mal-être, ou en tout cas de plus m'y retrouver du tout dans ma pratique. Donc, je voulais me réinventer tout simplement dans cette notion du soin. Et puis, j'avais aussi cette ambition, j'ai toujours été baignée dans mon milieu personnel, hein, par mes parents, dans le domaine de la communication, du coaching, voilà. Et je me suis dit, bah, même de la formation, pourquoi pas. Donc c'était quelque chose qui me travaillait, voilà, qui était quand même un peu latent. Et finalement, bah, je me suis dit, rejoindre la team Exosteam, ce sera peut-être aussi voilà, ces nouvelles portes-là un jour qui viendront. On verra comment les choses évoluent, mais en tout cas, c'est d'aller ensemble, tous dans le même navire, et de pouvoir aller vers un objectif de développement, d'avancer. Et ce mouvement en avant, hein, on sait très bien qu'on aura des hauts, qu'on aura des bas, mais de vivre ensemble tout ça, il y a ce côté finalement bah ouais, excitant, du challenge, du défi, de se dire bah voilà, on se bat tous pour la même cause, et on porte notre projet ensemble. Et moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et puis voilà, d'avoir cette perspective d'évolution dans le poste et de salaire aussi. Enfin voilà, Donc, tout c'est bien goupillé. tu y retrouves tous Ouais. les éléments, et au final, c'est peut-être pas dans une structure traditionnelle de soins, mais en tout Mm. cas, tu utilises tous les termes que tu aurais aimé retrouver d'ailleurs, hein, dans des Oui. structures de soins. Bah, ça rejoint un peu la dernière question. Dans l'association, on a 4 axes, justement, Oui. 4 piliers pour nous, c'est indissociable pour permettre justement l'épanouissement professionnel. Donc, le premier axe, c'était renforcer le dialogue interprofessionnel, Mm. de permettre un mieux-être personnel, de trouver un équilibre vie privée, vie pro, et de redonner du sens au travail. Donc Mm. voilà, quand je t'écoute et on en est sûr, c'est que les 4 sont indissociables. On peut pas dire qu'on va être épanoui si on va travailler sur un seul axe. Mais dans le cadre de cette interview, j'aimerais que tu me dises pour toi lequel est le plus important aujourd'hui et pourquoi. Ben, clairement, hein, aujourd'hui, c'est l'équilibre vie perso, vie pro. Alors, Parce je que vais juste faire j'ai. une petite parenthèse parce que c'est Oui, rigolo pour être honnête. On avait fait cette interview il y a une semaine, et quand je c'est t'ai ça. posé cette question, tu m'as dit que pour toi le plus important c'était le sens. Comme quoi, Ouais. en à peine une semaine, Ben, l'équilibre, ça, oui. voilà, ça a déjà changé. Donc c'est pour ça que Ouais. ça confirme que les 4 sont indissociables, et que ça évolue, et qu'à certaines personnes, à certaines périodes, on va mettre plus d'importance sur notre travail et le sens. À d'autres moments, ça sera le perso, et à d'autres périodes, Mm. ça sera l'équilibre vie pro. Voilà. Donc c'est très rigolo. Vas-y. Ben ouais, là finalement, tu vois, spontanément, en plus je t'en dis qu'une parce que la dernière fois j'avais dit j'hésite, Ouais. j'aimerais bien en avoir deux, voilà. Mais là, clairement, ouais, c'est l'équilibre vie pro, vie perso, parce que vu toutes les galères que j'ai rencontrées, enfin voilà, et vu tous ces éprouvés finalement, et tout l'impact que ça a eu sur ma vie perso, et heureusement, hein, j'ai été très bien accompagnée, et heureusement, voilà, j'ai un équilibre personnel enfin, qui est soudé, qui est là, qui tient. Mais peut-être que ça, enfin,
voilà, ça se trouve, ça n'aurait peut-être pas tenu. Et donc, je me dis, bah, finalement, voilà comment, enfin, voilà, comme je suis quelqu'un d'entière, c'est vrai que sur le travail, si à un moment donné, ça ne va pas, je sais très bien que je n'arrive pas à faire la part des choses. Après, sur le perso, vers le travail, j'y arrive plus facilement parce que voilà, j'ai travaillé finalement un peu cette carapace, en tout cas, cette finalement posture professionnelle de se dire à un moment donné, tout ce qui est perso, je le laisse à la maison. Il y a des jours, c'est sûr, on arrive un petit peu moins à le faire que d'autres, mais en tout cas, voilà, de rester quand même très sur cette distinction-là, oui. Mais oui, l'équilibre vie perso, vie pro est tellement important aujourd'hui. Et puis, on sait très bien on sait quand est-ce qu'on commence à travailler, hein, mais je crois qu'aujourd'hui, on ne sait plus très bien quand est-ce qu'on va finir de travailler. Donc, c'est tellement important de se dire qu'on y passe, voilà, on y passe une majeure partie de notre vie à travailler. Et si la majeure partie de notre vie est gâchée parce qu'on est dans un mal-être professionnel qui finalement devient un mal-être personnel et qui finalement voilà, va en dégringolade dans l'ensemble, c'est pas possible. Donc ouais, personnellement, vraiment, j'ai cherché cet équilibre-là que j'ai trouvé aujourd'hui et ça fait tellement du bien, on se sent tellement léger comme une plume, on se dit que finalement tout est beaucoup plus fluide, que voilà, et c'est pouvoir oser ce changement, pouvoir oser se dire que quelque chose à un moment donné va mal et qu'il faut pouvoir changer la dynamique, changer le sens dans lequel ça tourne et faire cette rupture-là, c'est l'assumer, c'est dur, ça met dans la précarité, mais à un moment donné, ça vaut le coup. Ça vaut clairement le coup parce que voilà, aujourd'hui, on est dans du bien-être et c'est tellement important. Bon, merci beaucoup. Et pour finir, justement, quelle Oui. serait ta citation, ton mantra qui t'aide à tenir au quotidien, au final? Moi, ce qui me fait avancer, c'est cette possibilité de savoir que quand on veut, on peut. La Donc, détermination. ouais, la détermination, on lâche rien, on va là où on veut aller. Et si on le vise, on y arrivera, quoi qu'il en soit. Même si c'est dur, mais c'est pas grave. Tout est formateur. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose ou Je crois on a dit pas mal de choses, donc voilà, mais en tout cas, bien encourager ceux qui envisagent cette reconversion, ceux qui se posent des questions, de se dire qu'à un moment donné, voilà, c'est pouvoir s'écouter, le fait de s'écouter, de se connaître, va permettre vraiment du coup le développement professionnel, le développement de soi. Là, on est vraiment sur quelque chose d'autre, hein, on est limite sur, voilà, comme je disais, du développement personnel, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est tellement important. Donc, se faire confiance, y aller, même si c'est compliqué, de pouvoir trouver des ressources, des appuis autour de soi et y aller, vraiment. Eh ben, merci beaucoup, Fleur. Et Merci à toi. Merci pour ce temps aussi, hein, on en parlait. ouais, Merci pour le temps, pour la pertinence des réponses. Moi, j'ai trouvé ça très très riche. ouais, moi aussi. Et puis à bientôt À bientôt. et au plaisir. Si vous cherchez des informations, des notes, des références en lien avec ce podcast, allez directement sur le descriptif de celui-ci. Si vous souhaitez me contacter pour me parler de mon travail, me proposer de nouveaux sujets ou me présenter des invités, vous pouvez me contacter directement via le site internet de notre association www.solairlab.org. Solaire, lab, SOLAIRLAB.org. Si vous appréciez tout ce travail, si vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des mots doux dans les commentaires, à partager sur vos réseaux sociaux et à mettre 5 étoiles quand c'est possible. C'est vraiment important, cela donne le moral, cela nous aide à nous faire connaître et à faire connaître l'association. En tout cas, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.